Souleymane Niang. C'est par l'est du pays donc qu'une épidémie de fièvre jaune a fait son entrée au Sénégal ces derniers jours. La maladie, qui est connue pour son fort taux de létalité et pour sa contagiosité, a déjà coûté la vie à 2 personnes à Kidira, dans la région de Tambacounda. Un site sentinelle a été érigé dans la capitale régionale. 5 des 7 districts sanitaires de la région médicale sont ciblés pour une campagne de vaccination. Le point avec notre correspondant sur place, Moussa Oumar Gueye. C'est à travers des opérations de suivi menées par la division de surveillance épidémiologique de la région médicale que 4 cas de fièvre jaune ont été détectés vers Kidira. Malheureusement, 2 cas de décès ont été notés selon Dr Bayal Cissé, le médecin-chef de la région médicale, qui a fini de redynamiser un site sentinelle à Tambacounda. Ici, la couverture vaccinale est bien au rendez-vous pour amoindrir les risques de contamination de la fièvre jaune. Après évaluation, ce sont les districts de Bakel, Kidira, Goudiri, Diankemaha et Tambacounda qui ont été ciblés en cette période de basse transmission pour mener à partir du 15 février prochain une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune à partir des enfants âgés de 9 mois avec des prévisions allant jusqu'à 95% de la population. Dr Bayal Cissé, le médecin-chef de la région médicale de Tambacounda, signale également que les 3 départements de la région de Kédougou, Saraya et Salémata sont également ciblés. Et s'agissant des districts de Makacouli-Bantan et Koupentoum dans la région médicale de Tambacounda, lesquels districts, en tout cas, ont été épargnés pour cette présente campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Moussa Oumargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Dans la région voisine de Kédougou, 4 cas de fièvre jaune ont été recensés en moins de 48 heures. C'est précisément dans les districts de Saraya et de Kédougou que la maladie s'est déclarée. Dans la région, on redoute des résistances à la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, seul moyen pourtant de protection contre cette pathologie mortelle. Explication dans cette correspondance signée Ibrahima Djebakhaté. La fièvre jaune refait son apparition dans la région de Kédougou. Les 4 cas de fièvre jaune recensés dans les seuls districts sanitaires de Kédougou et de Saraya, en moins de 48 heures, ont fini d'installer la région dans une situation d'épidémie. Dr Fodé Danfakha est le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou. Dès qu'on enregistre un cas au niveau de la région, automatiquement, on déclare que nous sommes en épidémie et on s'attend à ce que d'autres cas apparaissent. Donc c'est pourquoi il est important, dès qu'on enregistre un cas, de programmer la riposte pour freiner la propagation de ce cas. Donc ça va concerner les 2 régions où sont apparus les cas. Donc c'est la région de Tamba et la région de Kédougou. Et nous avons quand même enclenché le processus. Dans ce contexte de Covid-19 où la psychose des vaccins hante le sommet des populations de Kédougou, l'élaboration des plans de communication participatifs et inclusifs s'avère nécessaire pour convaincre encore les plus sceptiques des bienfaits du vaccin contre la fièvre jaune. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Qu'est-ce que la fièvre jaune? Le responsable du programme élargi de vaccination présente le tableau clinique de cette maladie jugée grave. Le docteur Ousseynou Badiane qui rappelle que la vaccination est le seul moyen de prévention. Awambaye. Dès l'apparition des premiers signes, on pourrait penser au paludisme ou à la grippe. La fièvre jaune commence par des maux de tête, de la fièvre. Le docteur Ousseynou Badiane est le coordonnateur du programme élargi de vaccination. La fièvre jaune, c'est une maladie infectieuse qui classiquement se déroule en 3 phases. Donc une phase prodromique où ça simule quand même un syndrome infectieux à l'image du paludisme ou de la grippe. Donc c'est très difficile à ce stade-là de faire la différence. La deuxième phase de la maladie, les signes se précisent avec la jaunisse. Le docteur Badiane parle de phase grave. Il y a la deuxième phase qui est la phase d'état qu'on appelle la phase rouge, où quand même les signes comme les vomissements hémorragiques et surtout l'ictère apparaît. C'est la jaunisse, c'est ce qu'on appelle pays en fait. C'est une coloration jaune des muqueuses et des teguments. C'est cet ictère-là qui permet de faire le diagnostic de la fièvre jaune. C'est à 2 possibilités, soit c'est une convalescence ou une complication qui peut entraîner le décès. C'est une maladie extrêmement grave et qu'il n'y a pas de traitement. La fièvre jaune peut se transmettre de l'animal à l'homme. Et le coordonnateur du programme élargi de vaccination explique pourquoi Tamba et Kédougou enregistrent aujourd'hui des cas. La fièvre jaune, c'est ce qu'on appelle une zoonose. Donc c'est une maladie qui atteint aussi bien les hommes que les animaux, surtout les primates, donc tout ce qui est singe, gorille. Et vous savez que dans ces 2 régions, on est dans le parc, donc avec une forte population de primates.
les hommes peuvent s'infecter entre eux, donc il y a transmission interhumaine. Incluse dans le programme élargi de vaccination, la dose de vaccin contre la fièvre jaune combinée à celle de la rougeole est administrée au 9e mois après la naissance et les sujets vaccinés sont protégés à vie. Mais dans le cadre de la prévention, une vaccination de masse est recommandée. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à l'épidémie de Covid-19 avec les chiffres du jour en légère baisse par rapport à ceux d'hier. 153 nouvelles contaminations ont été enregistrées, dont 47 cas contacts et 106 cas communautaires. 3 patients ont perdu la vie et 56 cas graves sont pris en charge en réanimation. 218 malades sont guéris du Covid-19, ont été guéris plutôt. 4075 patients sont traités et suivis. Le suivi des malades du Covid-19 qui pose un réel problème aux autorités sanitaires de Touba. Marema Diop. Nombreux sont ceux qui sont porteurs du virus à Touba et qui refusent d'être suivis par les autorités médicales. L'alerte est sonnée par le médecin-chef de district de Touba. Selon Dr Ndeye Maguette Diop, cette situation favorise une propagation incontrôlée de la maladie. Presque 286 cas communautaires sont actuellement suivis à domicile, sans compter ceux qui sont porteurs du virus et qui sont en voyage, et d'autres qui refusent simplement d'être suivis. Pour les cas traités à l'hôpital, ils sont au nombre de 20. Évidemment, ils ont des contacts et beaucoup de leurs contacts refusent aussi de suivi. En réunion à la mairie de Touba, les acteurs essaient de trouver des moyens de communication pour faire face à cela. La mairie de Touba prête à engager la lutte. Serigne Sidi Baké, adjoint au maire de Touba. Désormais, nous sommes prêts à vous accompagner en termes logistiques et du personnel parce que la situation est critique. Ceci s'inscrit dans le cadre des recommandations du Khalife. Docteur Ndeye Maguette Diop appelle à un engagement communautaire. L'engagement communautaire et la prise en charge psychosociale sont les points importants que nous souhaitons comme aide de la part de la commune pour faire comprendre à la population la gravité de la maladie. Ces derniers jours, le virus s'est montré très mortel à Touba au moment où beaucoup de porteurs refusent d'être suivis. Marema Diop, Touba. RFM. Et puis 3 Sénégalais sur 5 ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19. C'est ce que révèle une étude réalisée par le Bureau de prospective économique. Son directeur général, Moubarak Lo, appelle à une vaste campagne de communication pour l'adhésion des populations au vaccin. Il était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Pour ce qui concerne les vaccins, là aussi il faut avoir une approche progressive et prudente. Donc, comme le gouvernement l'a décidé, commencer par les cibles les plus exposées et également les personnes à risque. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'assurance totale sur les vaccins parce qu'il y a des hypothèses que posent les producteurs. Ça a été validé à certains égards par l'OMS et par des pays, mais c'est le temps qui permettra de connaître réellement la performance des vaccins et les effets secondaires. Et ça, ils l'ont même reconnu. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est au bout d'un an ou deux qu'ils auront vraiment toutes les assurances par rapport aux effets secondaires. Aujourd'hui, dans une étude qu'on a menée au mois de décembre, 3 Sénégalais sur 5 environ ne sont pas favorables à se faire vacciner. Donc, il faudra travailler à donner la confiance au vaccin, mais surtout accompagner cette communication par des résultats probants qui sont obtenus au niveau international. Démontrer que les vaccins ne sont pas, en tout cas, à risque. Mais même, il ne faut pas aussi prendre n'importe quel vaccin. Je pense que parmi les vaccins, il y a des vaccins qui sont moins risqués que d'autres. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Des affrontements ont eu lieu ce matin entre les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les forces de l'ordre. 2 étudiants ont été blessés. Les étudiants en master de la faculté des sciences et techniques étaient dans la rue pour réclamer 6 mois d'arriérés de bourse. Pape Mbaye Diao.
Ça a chauffé entre les forces de l'ordre et les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ce matin à l'avenue Cheikh Anta Diop. Les étudiants en master 2 de la faculté des sciences et techniques déterminés continuent de réclamer leur bourse. Fallou Ndaw, étudiant en master 2, soutient que lors de leur dernière manifestation, les autorités avaient promis de payer ce mois-ci les bourses, une promesse non tenue selon lui. Lors de notre grève de la fois passée, on était passé au niveau du rectorat, on avait même trouvé un consensus parce que c'est nous qui nous avions promis qu'il allait parler avec le directeur des bourses pour qu'il nous dans ce mois-ci. Après, il nous avait donné un rendez-vous hier, mais malheureusement, à notre grande surprise, lorsqu'on est passé, il nous a donné la sourde oreille. Un étudiant qui était en M1, qui est en M2, normalement, il doit percevoir une augmentation. Maintenant, on a resté 12 mois sans percevoir nos augmentations. Plus les 4 mois là, 65 000 qu'on ne doit pas encore payer. Ayant épuisé toutes les voies de recours, les étudiants soutiennent que leur seule issue, c'est de descendre dans la rue. Fallou Ndaw révèle qu'ils comptent faire face aux forces de l'ordre jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. De la situation du Sénégal actuellement avec la pandémie, c'est pas souhaitable de venir barrer l'avenue Cheikh Anta Diop et d'arrêter la circulation. C'est notre seul moyen de guerre, mais on a passé par toutes les autorités compétentes pour faire des négociations. Mais malheureusement, à chaque fois, ça tombe dans l'eau. Maintenant, les étudiants ne peuvent plus attendre. Maintenant, on continue de le réclamer tant qu'on n'a pas eu gain de cause. Lors de ces échauffourées avec les forces de l'ordre, 2 étudiants ont été blessés et évacués au service médical de l'université. Malgré cela, ils ne comptent pas lâcher prise pour rentrer dans leur fonds. Le directeur des bourses explique que ces étudiants ne peuvent pas prétendre à des bourses de Master 2 alors qu'ils étaient en Master 1 l'année dernière. Toutefois, Khalifa Gaye annonce que ces étudiants vont percevoir leur bourse pour cette année à partir de ce mois de février. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Ce sont des étudiants qui se sont inscrits en Master 1 en 2018-2019, en Master 1. Et qui n'ont pas terminé leur enseignement en 2018-2019 et qui ont continué ces mêmes enseignements de Master 1 jusqu'en 2019-2020. Donc, mais si tout se passait bien, en 2019-2020, ils devraient s'inscrire en Master 2. Mais malheureusement, ils n'ont pas terminé. Il y a eu des retards d'enseignement dû à ce que vous savez, à la pandémie. Donc, qui fait qu'ils ont continué jusqu'en fin 2019-2020, c'est-à-dire en décembre. Donc, ils ont terminé et ils se sont inscrits le 28 décembre. Et les autorités de la faculté nous ont envoyé les listes le 29 décembre pour que ces étudiants soient payés en rétroactif. C'est-à-dire que les étudiants puissent maintenant bénéficier des bourses de Master 2. Alors que pendant toute l'année 2019-2020, ils percevaient une bourse de Master 1. Maintenant, quand ils ont envoyé les listes, ils étaient fort clos. Donc on ne pouvait plus revenir en arrière parce qu'on avait déjà commencé les paiements de 2020-2021. En fait, il faut comprendre, ces étudiants sont des boursiers, ils sont des boursiers de Master 2. En principe, ils seront dans les états du mois de février, en principe. Parce qu'on a reçu les listes pendant que nous avions déjà terminé les états du mois de janvier. Donc, ils doivent être dans les états de février. D'ailleurs, je pense que c'est déjà traité. Toujours dans le secteur de l'éducation, ils sont plus de 190 enseignants mis en position de stage qui attendent d'être convoqués pour une formation à distance. Là, d'attendre, ils demandent à être édifiés sur leur sort le plus rapidement possible. Ces enseignants étaient en sit-in à la FASTEF ce matin. Compte rendu, Salimata Aousonamane. C'est au total 199 enseignants mis en position de stage qui patientent pour une formation à distance. Après une convocation au mois de février 2020, c'est le flou total, selon eux. Baté Diop, professeur de français. Nous avons été sélectionnés officiellement et après sélection, nous avons été inscrits depuis l'année dernière, c'est-à-dire pendant l'année académique 2019-2020. Mais jusqu'à présent, la formation tarde à se faire. Donc, nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nous voulons exactement que l'on sache où se situe le problème pour que jusqu'à présent, la formation n'a pas pu se tenir. La tenue de cette formation dépend du ministère de l'Éducation nationale. Aux dernières nouvelles, pour ces enseignants, il y a un chevauchement entre le département de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Nous avons eu une communication tout récemment de M. Diagne du ministère, qui disait que cette semaine-là, c'est cette semaine où les gens vont sortir. Et on n'a encore rien vu. Et le problème reste vraiment, c'est crucial, sincèrement. Et c'est pas intéressant de patienter. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement où se situe la bonne information. Tantôt, on nous dit que ce sera une formation à distance, parce que nous avons été sélectionnés sur cette base, comme quoi nous allons subir une formation à distance. Mais
tantôt on nous dit que la formation c'est la présentielle. Plus d'une année après leur inscription, ils n'arrivent pas à être formés, une situation que ces enseignants considèrent comme une violation de leurs droits en tant que stagiaires inscrits à la FASTEF. Que les gens qui doivent prendre leurs responsabilités prennent cela, on en a assez. Sur place, le secrétaire général du CUSEMS authentique demande à la tutelle de réagir. Selon Dame Butch, la formation des enseignants est une étape cruciale dans leur carrière, donc il ne faut pas la négliger. Dame Butch est avec Sonamané. Ils sont exposés entre deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Les gens se rejettent la responsabilité alors que les enseignants n'ont que leur carrière. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser cette situation continuer parce que le ministère doit prendre ses responsabilités à travers la direction de la formation et de la communication. Aujourd'hui, il tergiverse. Il ne donne aucun argument clair, aucun argument plausible. Au moment où les enseignants attendent d'être formés, parce que la formation des enseignants, c'est d'abord le système qui en bénéficie. Les enseignants, quand ils sont bien formés, ils enseignent mieux. Et quand ils enseignent mieux, ça déteint sur la qualité du système éducatif. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que contrairement à ce qui se disait avant, les enseignants ne réclament pas de l'argent aujourd'hui. Ils réclament simplement d'être formés pour mieux servir le système éducatif sénégalais. Et je lance un appel à tous les syndicats d'enseignants pour qu'on s'unisse, qu'on unisse les forces et qu'on fasse bloc devant le gouvernement pour exiger le démarrage de la formation à distance ou le démarrage de la formation en présentiel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les enseignants soient formés. Et puis, pour refermer ce chapitre dédié à l'éducation et à l'enseignement supérieur, parlons des logements de fonction à l'université, un droit pour tout enseignant-chercheur. Et les universités font de leur mieux pour loger tout le monde, mais il y a un problème. Certains enseignants à la retraite refusent de libérer leur appartement. Quelles sont les motivations des uns et des autres? Quels sont les modèles d'accès à la propriété à l'université? Mohamedou Alimouba s'est intéressé à deux universités et à deux modèles différents. Université Cheikh Anta Diop de Dakar et UGB. Voici son dossier. C'est en 1989 qu'un rapport a établi le patrimoine bâti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis l'héritage français. Une partie du bien immobilier a été aliénée, l'autre versée dans son patrimoine propre. L'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdou Salam Sall. Nous avons accepté que la deuxième cité des enseignants soit une cité administrative, donc qui appartienne à l'université et non aux enseignants. De sorte qu'on a ajouté 340 appartements au patrimoine de l'université. La première tranche, c'était 200 appartements. C'était 60 F4, 120 F3 et 20 F2. Et la deuxième tranche, c'était 140 F5. Ils sont logés les enseignants-chercheurs recrutés par l'université de Dakar. Mais ces logements sont des biens inaliénables. Ça, c'est un accord que le CS avait signé avec le gouvernement. Il faut dire que depuis l'héritage français, ça n'a pas été beaucoup aliéné. Les recteurs successifs ont bien conservé le patrimoine en l'élargissant de temps en temps. Les biens de l'université, on ne peut pas les céder. Maintenant, au niveau de l'université, il y a une direction qui est la DGDU, qui s'occupe de la gestion du patrimoine de l'université. C'est cette direction-là qui gère les logements des enseignants. Bien inaliénable, mais certains enseignants ne jouent pas le jeu. Et les raisons sont diverses. Chaque cas est un cas particulier. Par exemple, on a eu des collègues qui sont tombés malades à la fin de leur carrière et qui du coup, étaient incapables de gérer même leurs propres biens. Donc, ils n'avaient plus rien. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le modèle est différent. C'est l'accès à la propriété qui a été privilégié. Docteur Nala Socéphal, secrétaire général du SAS section UGB. Avec notre indemnité, nous essayons de trouver un logement à côté de l'université ou de nous acheter une propriété. Et aussi favoriser la coopérative de l'université qui existe. Et sur la base de cette coopérative, on a déjà eu 2 lots de maisons pour les enseignants, les premières générations d'enseignants et les deuxièmes générations d'enseignants. Et en ce moment, il y a un 3e lot que nous avons acquis au niveau de Diamant. Selon le professeur Sall, la plupart des enseignants respectent le contrat qu'ils ont signé avec l'université. Ils libèrent les logements
a-t-on? Les récalcitrants ne sont pas nombreux. Le phénomène est marginal selon lui. Une note nécrologique pour refermer cette première partie de cette édition. Maître Khassimou Touré, inhumé tout à l'heure au cimetière de Bakhia à Touba. La levée du corps et la prière mortuaire ont eu lieu tout à l'heure à la mosquée de Darou Minam sous la direction de Serigne Moussa Nawel. C'est en présence d'une foule nombreuse composée de personnalités religieuses et politiques, mais aussi d'anonymes. Moustapha Touré, frère du défunt et porte-parole de la famille, parle d'une lourde perte pour le pays. Un rassembleur talibé de Serigne Touba, un brillant avocat qui s'est illustré dans les plus grands dossiers judiciaires de ces dernières années. Moustapha Touré est interrogé par Marema Diop et As Barakane. C'est une lourde perte pour notre famille. Parce que Maître Khassim était un homme rassembleur. Il était aussi un homme généreux, aussi bien au niveau de notre ville natale, Guinguinéo. Il se trouve dans le département de Kaolack, qu'à Touba et à Dakar. Il ne cessait d'aider. C'est un illustre talibé de Serigne Moussa, Ibn Serigne Moustapha Bassirou, Ibn Serigne Bassirou. Donc tout le monde connaît les liens particuliers qui les liaient. Au-delà de Serigne Moussa, je dois dire qu'il avait aussi ces mêmes liens avec toutes les autres autorités religieuses de la confrérie. Dans toutes les maisons, que ce soit au niveau de Touba, que ce soit au niveau de Darou Moufti, Darou Salam, chez Mam Cheikh Ibrahim Fall, etc., Khassim avait ses entrées et ses sorties. Et il était un illustre avocat. Je dois dire que durant ces 20 dernières années, il a été impliqué dans tous les grands dossiers politico-judiciaires qui ont tenu en haleine le pays. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Guinée d'abord, la mort en détention d'opposants. Amnesty International interpelle le régime d'Alpha Condé. L'Organisation de défense des droits de l'homme demande aux autorités guinéennes de faire la lumière sur ces cas de décès et leur demande également de mettre un terme à la vague d'arrestations ciblant les militants de l'opposition. Là-dessus, Fatou Kiné Diop, chargé de programme à Amnesty International. En moins de 2 mois, on a décompté au moins 4 personnes proches de l'opposition qui ont été détenues dans le cadre des manifestations post-électorales et qui sont morts en détention. D'autres ont été sortis de prison mourants et sont décédés dans leur domicile. Les autorités, pour le cas de Roger Bamba comme pour le cas de M. Tchernousseau, ont déclaré que ces personnes sont décédées à la suite de maladies. Les familles ont précisé que ces personnes ne souffraient d'aucune maladie. Nous demandons vraiment aux autorités guinéennes, pour une fois, de faire des enquêtes sur des cas de décès et d'expliquer aux familles la vérité sur le sort de ces opposants politiques qui sont décédés en détention. Le tribunal a visité à plusieurs reprises les centres de détention en Guinée et plusieurs fois nous avons recommandé aux autorités de prendre en charge de la meilleure des manières les personnes détenues, que ce soit dans l'accès aux soins, puisque on a un seul médecin disponible pour plus de 200 détenus, mais également dans la qualité de nourriture et aussi réduire les longues détentions préventives. Des personnes passent plusieurs années en prison sans jugement. En Centrafrique, encore 118 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats définitifs du premier tour des élections législatives. 22 députés seulement sont déclarés élus sur 140 sièges. La Cour, qui a été saisie de 346 requêtes, a décidé d'invalider le vote dans 13 circonscriptions. Parmi les motifs d'annulation retenus, il y a l'insécurité, mais aussi des cas de manipulation d'urnes. Le mandat de l'actuelle Assemblée expire le 2 mai. En Ouganda, Bobi Wine réclame l'annulation de la présidentielle du 14 janvier. L'opposant, selon son avocat, a déposé un recours devant la Cour suprême. Selon lui, le scrutin est entaché de fraudes qui ont assuré la réélection du président Yoweri Museveni. La Cour suprême a 45 jours pour statuer
statuer sur son recours. En Birmanie, pour terminer, le parti de Souki exige sa libération immédiate. La Ligue nationale pour la démocratie appelle aussi la junte à reconnaître sa victoire aux élections de novembre. Cet appel intervient au lendemain du coup d'état militaire. L'armée a pris le pouvoir et a arrêté Aung San Suu Kyi et des dizaines de ses alliés lors d'un raid à l'aube lundi. Le lieu où se trouve la lauréate du prix Nobel de la paix est resté jusque-là inconnu. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion d'urgence ce mardi. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes avec cette question. Le Covid-19, la fièvre jaune et la menace de la grippe aviaire. Comment gérer les crises et risques sanitaires du moment? Réponse avec nos deux invités du jour. Nous serons avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Et avec Hassan Touré, journaliste spécialiste en questions de santé. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Diagne Junior. Merci Suleiman, bonjour à vous. Basketball d'abord, les Lions du Sénégal préparent le tournoi de Yaoundé. Ce sera la deuxième fenêtre pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique chez les hommes. Une liste de 12 joueurs a été publiée. Pour le sélectionneur adjoint Mamadou Gueye Pabi, la préparation va se faire déjà en amont avec les schémas tactiques qui ont été envoyés aux joueurs. Mais le Sénégal ira à Yaoundé pour remporter tous ses matchs afin de finir premier et de se qualifier. Mamadou Gueye Pabi que nous écoutons. Pour cette fenêtre, les professionnels seront obligés de rallier le Sénégal pour avoir leur visa et partir à Yaoundé pour le tournoi. Et après le tournoi, certainement les joueurs professionnels quitteront Yaoundé directement pour rejoindre leur club. Alors que tous les joueurs se réunissent à Dakar pour des problèmes administratifs parce qu'ils ne peuvent pas avoir de visa là où ils se trouvent dans le pays, là-bas en Europe. Donc ils vont venir ici à Dakar 15-16 et puis le 17, nous quitterons Dakar pour Yaoundé. À chaque fois que le Sénégal part en compétition internationale, on est attendu. Notre objectif, c'est de gagner le maximum de matchs possible. Ce sera le même objectif pour ce tournoi à Yaoundé, ça c'est clair. Nous, dans notre équipe, l'équipe sénégalaise, nous avons une équipe quand même assez homogène, avec quelques changements. Mais vous savez, notre objectif aussi, c'est de pouvoir ratisser large, de trouver tous les bons joueurs partout où ils se trouvent dans le monde, pour pouvoir avoir une équipe vraiment compétitive lors du pré-olympique et de la Coupe d'Afrique. Le Sénégal donc dans la poule B en compagnie de l'Angola, du Mozambique et du Kenya. Le tournoi va se dérouler à Yaoundé au Cameroun du 19 au 21 février. Football à présent, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Thiès accueille le tournoi. Ce sera à partir du 5 et ce jusqu'au 13 février sur demande de la CAF. La zone A de l'UFOA va organiser sa phase qualificative à Dakar. Les équipes concernées sont la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Sénégal. Le tournoi donc va se dérouler à Thiès. Thiès va accueillir également cet après-midi le tirage au sort des poules. Ligue 1, retour sur le match Teungueth FC contre Jaraaf. Remporté par le Jaraaf de Dakar, c'était un Galandou Diouf ce dimanche. Le duel des Africains a tourné en faveur des Médinois. Une victoire décortiquée, analysée par l'un des spécialistes du football sénégalais, Badara Sarr. Au niveau de l'animation entre ces deux équipes, c'était à peu près la même animation. Peut-être côté Jaraaf, on a surtout vu au milieu le jeune Chérif Diallo, Benny Tendeng aussi à un moment donné, mais qui a fini par flancher. Mais c'est surtout au niveau de l'organisation défensive qu'on a pu voir la force du Jaraaf, qui a contenu effectivement cette équipe de Teungueth FC. Donc Jaraaf aussi a pu jouer sur ses forces, c'est-à-dire dans ce match-là, sur les attaques rapides. On a vu que surtout le deuxième but, vraiment c'est un exemple d'attaque rapide, de contre-attaque, avec des joueurs frais qui sont venus devant pour vraiment donner les stockades. Côté Teungueth, à mon avis, je pense que l'animation aussi, ils ont opté pour un jeu de possession. Ils ont opté pour ce jeu de possession, des sorties de balles propres, on l'a dit tantôt, pour essayer d'utiliser peut-être la technicité, la vista de Djibril Silla. Après maintenant, il faut dire que du côté de Teungueth, peut-être on a vu Djibril Silla qui est un peu sorti du lot, comme à son habitude. De bons matchs en Ligue 1 depuis le début de la saison, Suleiman. Seuls les tambours et autres chants des supporters manquent à l'appel.
Très bientôt, on espère. Après cette crise sanitaire qui a mis tout le monde au ralenti. On espère bien. Merci Malal Diagne Junior. Après le sport, la culture et plus précisément le secteur de la musique avec les rivalités entre artistes, on en voit dans presque chaque génération une guéguerre, des coups bas qui font le tour de la toile, une dualité qui affecte la musique et l'harmonie qui devrait y régner, ce que regrettent les professionnels du secteur qui appellent la jeune génération à plus de retenue. Un dossier signé Barthélémy Ngom. La concurrence peut mener à tout, mais elle doit être saine. Et ça, les artistes sénégalais ne le connaissent peut-être pas ou alors ils n'en font pas leur leitmotiv. La preuve, les rivalités et autres coups bas qui minent le showbiz au Sénégal. Une guéguerre qui affecte sérieusement l'harmonie de la musique. Et même si le fond musical est parfois bien travaillé, les paroles font défaut. Plus de messages dans les contenus. À la place, c'est des attaques et des répliques. Dernier épisode en date, l'affaire Wally Seck Sidi Diop. Le leader de Faramaren sort un tube intitulé Khipil Khor. Sidi Diop lui répond avec une autre chanson intitulée Gisna. Autre exemple de cette dualité, Dip Doundou Guiss et Ngaka Blindé qui ose aussi se crêpent le chignon. Dip sort une chanson titrée Moussiba. Ngaka Blindé lui aussi répond avec qualité entre artistes au Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. Presque chaque génération de musiciens se distingue avec ces genres d'attaques, ce qui, aux yeux du consultant Guy Sepen, est regrettable. Négativité qui va annihiler tout le travail qu'on a eu à faire pour crédibiliser le métier qu'on avait. C'est désolant, c'est un constat, c'est vraiment désolant. Et c'est pas ce à quoi on s'attend, puisque la musique c'est pas une adversité. La musique c'est pas de la compétition. La musique c'est des performances. Et que ces performances doivent refléter la culture du milieu où nous vivons. Et que cette musique-là, aujourd'hui, est appelée à être vendue à l'étranger. Il faut stopper ça, parce que nous avons eu beaucoup à travailler pour crédibiliser, pour donner un cachet à la musique. Le même sentiment de regret anime également Michael Souma, animateur. Pour lui, la musique doit rassembler les personnes et non le contraire. Je pense qu'il y a un manque de compréhension de la part de cette nouvelle génération de la musique. La musique est un noble art, et donc il faut d'abord la respecter. Respecter les personnes pour qui on fait de la musique. Les gens, ils oublient que c'est le public qui fait de l'artiste ce qu'il est. Donc je pense qu'il y a un respect, n'est-ce pas, donc envers le public déjà, un respect envers les mélomanes. Il faut les respecter. Certains pensent que les artistes se donnent un spectacle juste pour faire le buzz. Mais quoi qu'il en soit, ils doivent savoir que ce comportement ne rime pas avec la musique. Si l'on sait que la musique non seulement rapproche les peuples, mais en plus, elle permet de se détendre, de s'amuser et de se divertir. La presse de ce mardi 2 février 2021, lue et commentée par Georges Déthié Diop. Ça ne baisse pas, au contraire. Et les chiffres dans les journaux le prouvent à suffisance. Le nombre de contaminations comme le nombre de décès. Vox Populi fait état d'un bilan macabre de la pandémie. Rien qu'en janvier, le Sénégal a enregistré 228 morts sur un total de 638 depuis mars 2020, soit un décès sur 3. Hier, ce sont 10 personnes qui ont perdu la vie du fait de la maladie. 404 nouvelles contaminations. Libération fait aussi le décompte et souligne que c'est un record qui fait absolument peur alors que la présence du variant anglais est confirmée au Sénégal. Selon mon confrère, en l'espace de 3 jours seulement, le ministère de la Santé a comptabilisé 1032 nouveaux cas positifs au coronavirus. Le quotidien national Le Soleil braque ses projecteurs sur Kaolack, Touba, Diourbel et Saint-Louis et parle de chiffres alarmants. Diourbel qui enregistre 1459 cas et 115 décès en moins d'un an. À Touba, 92 décès sont liés au coronavirus, dont 39 en janvier 2021. À Kaolack, 1107 cas positifs au Covid-19 et 52 décès depuis le début de la pandémie. Le salut viendra-t-il du vaccin? Dans Source A, des personnes vivant avec des comorbidités et personnes âgées priorisées dans le plan de vaccination se prononcent. Elles confient n'être jusque-là pas approchées par les autorités pour être édifiées sur le vaccin. De l'association Safara Hépatite à l'association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques, en passant par l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose et le réseau des personnes vivant avec le VIH, le constat est le même selon Source A qui souligne que pendant ce temps, certaines personnes du 3e âge ne traînant pas une comorbidité refusent d'être vaccinées. L'affaire Aminata Lodieng arrêtée pour violation du couvre-feu, outrage à agent, usurpation
passation de fonction entre autres, le journal Le Quotidien informe que l'ancienne ministre Souad et son frère seront jugés demain, mercredi, devant le tribunal des flagrants délits. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier lundi. L'Observateur se fait l'écho de son face-à-face avec les enquêteurs. Selon mon confrère, Aminata Lodieng aurait nié les injures qu'on lui attribue et justifie la présence du macaron sur son véhicule. Elle a expliqué que la voiture a été léguée par un de ses proches qui est avocat. Le portrait de Aminata Lodieng à lire dans le journal Le Quotidien, mais également dans l'Observateur. Toujours dans l'Observateur, le journal fait savoir que les professeurs Amsatou Sow Sidibé et Mamadou Badi ont été sommés hier de quitter immédiatement et sans délai les logements universitaires qu'ils occupent et qui sont affectés aux professeurs Moussa Seydi et Moudou Oumikan depuis décembre 2020 par la direction du domaine universitaire. Selon l'Observateur, l'avocat El Hadj Diouf assure la défense des intérêts de Seydi et Khan. La déclaration de patrimoine en question, gage de transparence ou instrument de pouvoir, enquête se pose la question. Cela après que le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, s'y est conformé. Le journal souligne que la déclaration de patrimoine a, à bien des égards, des allures de gageure pour nombre de personnalités sénégalaises assujetties. Les menaces et rappels à l'ordre du chef de l'État n'y font pas grand-chose. Enquête souligne que les fuites orchestrées sur le patrimoine de Idrissa Seck, si elles ont des visées politiciennes, elles ont aussi le mérite de mettre en lumière un anachronisme. L'expression devient la règle en la matière au mépris de la loi. À la une de Source A, 4 recours déposés contre Maître Moussa Bokartiam, agent judiciaire de l'État, et maire de Ourossogui. Le conflit d'intérêts visé. Des membres du conseil municipal de Ourossogui ont adressé une lettre au président de la République avec ampliation au préfet du département de Matam, une autre au ministre en charge des collectivités territoriales. Et 2 autres recours ont été déposés au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême. Un coup d'œil à présent dans Sud Quotidien. Il est question de l'idée de coupler les législatives de 2022 avec la présidentielle de 2024. Ababakar Fall du GRADEC confie que la proposition du député Seydou Diouf constitue un recul démocratique. Selon lui, le couplage des législatives et de la présidentielle entraînerait de fait la prorogation du mandat des députés, ce qui serait illégal. À lire dans le journal LAS, un reportage sur les stationnements à Dakar, le régime de l'anarchie. Mon confrère constate que la plupart des parkings aménagés à la place de l'Indépendance appartiennent à des privés. Les rares endroits restants sont occupés par de jeunes laveurs de voitures, pour la plupart, qui érigent ces espaces en des parkings payants. Du coup, garer sa voiture au centre-ville est devenu un véritable casse-tête pour les automobilistes qui accusent la mairie de Dakar. Les sports. Pour terminer, à la une de Record, Mbaye Diagne qui donne ses impressions sur la Première Ligue anglaise. C'est après avoir rejoint West Bromwich. Mbaye Diagne confie qu'il peut marquer beaucoup de buts en Angleterre. Le football italien est à la une du quotidien Stade. Le journal s'arrête sur l'affiche Inter Milan, Juventus Turin, match comptant pour la demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Plus qu'une finale en jeu. À vos kiosques et bonne lecture.